Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e épisode du cahier de vacances 100% web marketing. Donc pour rappel, ce cycle de cahier de vacances web marketing a lieu tous les mercredis de 11h à midi. C'est toujours le même lien. Si certains n'ont pas eu le lien d'inscription ou le reveulent, n'hésitez pas à me le demander, sachant que vous pouvez encore vous inscrire aux autres conférences. Ce cycle a été construit de façon à ce que les thématiques du mois de juillet soient assez larges, abordables, et puis plus on avance dans le cycle, plus on va sur des sujets un peu pointus. Donc, je le rappelle, si vous êtes débutant, je vous conseille de suivre les conférences dans leur globalité. Du coup, si vous avez loupé les replays, je vous mettrai le lien dans le chat. Et puis, si vous êtes un expert qui veut se tenir à jour sur un sujet précis, c'est possible aussi de n'en faire qu'une. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Christian Rivet de la société NetStratège qui va nous parler d'un réseau social en particulier qui est LinkedIn, et il va nous partager un petit peu les bonnes pratiques, les bons conseils pour développer ses ventes grâce à son réseau LinkedIn notamment. Jean-Christian, je te passe la parole et puis je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Christian Rivet. Certains ici me connaissent. J'ai vu quelques noms passer. Donc, bonjour Delphine, bonjour Lise, entre autres. J'ai vu passer quelques noms. En fait, je suis réseauteur, ce que j'appelle réseauteur professionnel. Donc, je suis passionné de réseau depuis plusieurs décennies. Ça, c'est les cheveux gris qui le permettent, ça. Je suis d'un point de vue professionnel ce que j'appelle copilote, c'est-à-dire que j'accompagne les dirigeants, les entrepreneurs ou les personnes au sens large dans leur visibilité dans web et en particulier réseau, mais pas seulement réseau numérique, mais aussi les réseaux naturels, les réseaux physiques. Je suis conférencier, enfin je l'étais un petit peu plus avant le mois de mars, et je suis auteur. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le bonheur est dans le réseau, donc que vous pouvez trouver sur mon site, où vous pouvez trouver en la commandant chez votre libraire ou sur Amazon. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je voulais d'abord vous poser une question. C'était de savoir si vous savez que 60% des décisions d'achat sont prises avant de rencontrer un vendeur ou un commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas de présence en ligne efficace, eh bien, vous n'avez plus que 40% de part de marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cette démarche-là en ligne? La première chose, c'est qu'on va aller chercher de l'information sur les produits. C'est pour ça que quand on rencontre le commercial ou le vendeur, eh bien, généralement, on sait ce qu'on veut acheter. On a toutes les catégories, on a la description des produits, on a les caractéristiques. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi été voir un peu les prix. Donc, on ne peut pas raconter d'histoire à un client. Il sait à peu près le prix des choses, y compris d'ailleurs, vous remarquerez, des fois, on est dans un commerce et on va comparer les prix sur son smartphone avant d'aller voir le vendeur. Et la troisième chose, c'est que notre décision d'achat, elle est prise avant de rencontrer un vendeur ou un commercial parce qu'on est allé voir les avis et les commentaires. Et d'ailleurs, cette démarche-là fait parfois que ça nous fait changer d'avis sur les deux premiers éléments que sont le choix du produit et la comparaison des prix, simplement parce que les commentaires peuvent nous amener à avoir une vision un petit peu plus proche de nous que simplement un descriptif et un prix. Donc, ce que je voulais aujourd'hui avec LinkedIn, c'est vous parler, en fait, vous proposer un programme en 6 étapes qui vont être en fait un plan d'action. La première étape, c'est de mettre en place des profils pour rassurer. Alors, quand je dis des profils, c'est votre profil, mais aussi le profil des collaborateurs sur l'entreprise, mais ça peut aussi être des pages pour l'entreprise, par exemple. La deuxième chose, c'est de mettre en place des publications, toute une stratégie de communication et de contenu qui va vous permettre de cartonner en termes de relationnel. Troisième chose, c'est de développer vos relations de façon à grandir et à apprendre des choses et à développer votre visibilité. Quatrième chose, des interactions pour séduire. On va voir qu'on a besoin absolument de rentrer dans une logique d'interaction et de proximité avec les gens. Le cinquième point, c'est les conversations, c'est toute la partie commentaire. Et le sixième point, c'est comment on va transformer tout ça pour qu'effectivement, les gens achètent. Et on va s'apercevoir que les gens ne vont pas acheter simplement un produit ou un service, mais ils vont acheter
ce qu'ils imaginent qu'ils vont ressentir quand ils vont utiliser vos produits ou vos services. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne va plus du tout être dans une relation à froid, comme on a parfois au niveau commercial, où on est en relation avec des gens qu'on ne connaisse pas et qui ne nous connaissent pas. En fait, on va rentrer dans une démarche commerciale où les gens ont déjà établi avec nous une relation de confiance, et c'est ça qui est important. Donc, 3 étapes qui, en fait, vont représenter ces 6 actions-là. La première étape, c'est le fait d'être lisible. C'est le fait que notre positionnement soit très, très clair pour les gens, que les gens, tout de suite, quand ils arrivent dans les réseaux, qu'ils voient notre profil, eh bien, ils comprennent ce qu'on fait et surtout la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter. La deuxième étape, c'est de se rendre au maximum visible, c'est-à-dire d'aller chercher une audience et d'avoir des gens qui suivent notre activité. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais vous remarquerez que dans les gens qui sont abonnés à votre actualité sur LinkedIn, beaucoup ne sont pas en relation avec vous. Si vous allez dans la liste de vos relations, vous verrez qu'il y en a plein qui sont simplement abonnés à vous. Il faut vous habituer à ça. C'est-à-dire que plus vous allez avancer, plus vous allez être visible, ben plus vous allez avoir de gens qui simplement s'abonnent, comme on s'abonnerait sur Twitter ou sur Insta, et qui ne vont pas forcément avoir envie d'être en relation, en contact avec vous. Et la dernière chose, c'est d'être crédible, c'est-à-dire que la somme de cette lisibilité, de cette visibilité, toutes les interactions que vous allez avoir, va faire qu'à un moment donné, vous allez tellement être crédible que vous allez devenir ce qu'on appelle un influenceur, et les gens vont avoir envie de rentrer en contact avec vous pour devenir client ou prospect, ou du moins pour avoir ce type de relation avec vous. Donc, les 6 actions, c'est quoi? La première, c'est votre profil, donc le vôtre, celui de vos collaborateurs, les pages de votre entreprise. Le deuxième, c'est les publications, donc c'est aussi bien des posts, ce sont aussi des articles, ce sont des images, ce sont des vidéos, on va en reparler. Ensuite, on a votre capacité à rentrer en relation et à animer les relations, les interactions, les conversations, et ensuite derrière les actions que les gens vont faire sur vos contenus et sur le fait de rentrer en contact avec vous. Alors, premier élément, les profils, pour rassurer les gens et se faire mieux connaître, que les gens sachent ce que vous proposez. Première chose, en fait, il y a ce qu'on appelle la tête. En fait, moi, j'ai repéré 4 zones dans un profil. C'est la tête, le cœur, les jambes et les tripes. La tête, c'est quoi? Eh bien, c'est votre tête, déjà. C'est votre photo de profil. C'est ce que les gens, c'est la première chose que les gens vont voir, par exemple, quand ils sont sur leur fil d'actualité. En fait, ce qu'ils vont voir, c'est votre tête, c'est votre nom et le titre que vous avez mis, donc le titre de votre activité. Ce titre, il doit être le plus précis possible et il doit aussi contenir des mots-clés, parce que ce sont ces mots-clés qu'on va retrouver dans le moteur de recherche de LinkedIn quand les gens vont taper ces mots-clés pour chercher des personnes qui pourraient les intéresser. Aussi, il y a un élément qui va être important, c'est de bien ajuster la ville. Si vous avez une zone géographique de prédilection, une zone de chalandise, vous avez besoin que cette ville apparaisse facilement, et on peut le modifier. Parce que là, par exemple, moi, il y a marqué région de Poitiers, puisque je communique sur mon positionnement sur la technopole du Futuroscope, alors que je suis aussi en Vendée. Mais vous avez parfois des gens où la ville qui est représentée, la ville qui est affichée n'est pas la bonne. Donc, vérifiez bien ça. Et puis, il y a un dernier élément qui va être important, c'est ce qu'on appelle les infos. Vous voyez, c'est juste en dessous de votre titre et de votre présentation. Ces infos, en fait, vous avez besoin de bien le remplir, puisque là aussi, il y a des mots-clés qui sont importants. Et là, c'est un petit peu comme si vous faisiez une présentation, je ne sais pas, sur un site web ou une page de vente. Là, les gens doivent d'un seul coup comprendre la valeur que vous apportez. Deuxième élément, ce que j'appelle le cœur. Ça, c'est le plus important, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. C'est la partie dans laquelle on va voir toute votre activité. Donc, il y a une partie, ce sont des contenus que vous allez pouvoir sélectionner. Alors, soit c'est un post que vous avez fait et vous pouvez le mettre en haut de votre profil, soit c'est un contenu que vous allez chercher de l'extérieur. Par exemple, moi, j'ai des vidéos YouTube qui apparaissent. Vous pouvez faire venir un document, vous pouvez faire venir une image. Tout ça, ça va attirer l'œil des gens. C'est pratiquement la partie la plus visible sur votre profil. Et dans votre activité, il y a aussi un élément qui apparaît, c'est le nombre de vos abonnés. Donc, les fameux abonnés qui sont à la fois des gens avec qui vous êtes en relation, mais aussi des gens qui se sont simplement abonnés à vous, et on peut aller voir cette liste-là. Troisième
élément, c'est ce que j'appelle les jambes. Alors pourquoi j'appelle ça les jambes? Parce que finalement, c'est ce qui vous a conduit à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est tout votre parcours, toute votre expérience. C'est aussi votre formation. Sont aussi les formations, donc évidemment vos études, mais les formations professionnelles que vous faites. Vous avez besoin absolument de mettre des détails dans tout ça. Et puis, ce que j'appelle les tripes, eh bien, ce sont les compétences que les gens vont vous reconnaître et ce sont les recommandations à la fois que vous allez recevoir, mais vous avez besoin aussi de donner vous-même des recommandations. Moi, je suis toujours inquiet de quelqu'un qui n'est pas capable de donner des recommandations, n'est pas capable de dire sur le profil d'autres personnes à quel point ces gens-là sont importantes pour lui. Parce que je suis toujours un petit peu inquiet ça paraît être quelqu'un d'isolé. Donc, les compétences et les recommandations, c'est ce qui va montrer que vous êtes quelqu'un qui avait un réseau, qui est quelqu'un qui compte et qui est quelqu'un qui est en interaction avec les gens autour de vous. La deuxième chose, c'est les publications. Ces publications, elles sont importantes. On a vu que ça crée le cœur de votre profil. Mais ces publications, en fait, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les éléments que vous pouvez publier, mais dites-vous simplement que quand quelqu'un recherche un prestataire ou quand quelqu'un recherche un candidat, un recruteur recherche un candidat, qu'est-ce qu'il recherche en fait? Eh bien, ce qu'il va rechercher, c'est des gens qui ont des connaissances, des gens qui ont des compétences, des gens qui ont des bons comportements et des gens qui ont des relations. Et au milieu de tout ça, la façon dont on va le mettre en œuvre, eh bien, va montrer qu'on est motivé. Et ça marche très, très bien si vous travaillez ces 5 axes-là sur un profil quand vous cherchez un job, vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Mais ça marche aussi quand on a des choses à vendre. Quand on est quelque part, je sais pas, un prestataire de service, un consultant, un formateur, un coach, peu importe votre métier. Mais moi, j'ai travaillé cet aspect-là aussi pour des dirigeants de PME. Et en fait, on s'aperçoit que ça fonctionne aussi. La capacité à montrer sa passion pour son métier, sa passion pour son entreprise, sa passion pour ses collaborateurs, son équipe, etc., ça marche de la même façon. Donc, je vais vous montrer un exemple concernant les connaissances. Là, vous avez quelqu'un qui s'appelle Loïc Simon. Loïc Simon, eh bien, c'est l'organisateur des Social Selling Forums. C'est quelqu'un qui est passionné par le social selling, par tout ce qui est social media et qui organise des événements, entre autres, dans lesquels je suis intervenu en webinaire ou en présentiel. Donc, qu'est-ce que vous pouvez montrer en termes de connaissances? Des informations, mais des vraies informations. C'est-à-dire que le but ici, c'est d'être capable de choisir les bonnes sources et d'être capable de trier, ce qui va nous permettre d'avoir des bonnes données. Souvent, on a tendance à donner des opinions. Allez chercher des données, allez chercher des chiffres, allez chercher des études, des choses précises. Et je vais m'abonner à vous si vous êtes capable de me donner de façon récurrente des éléments qui vont m'amener à réfléchir. La troisième chose sont des événements, comme là le Social Selling Forum. Les événements, c'est quoi? C'est que vous êtes présent sur des événements, vous êtes capable d'en tirer des enseignements, vous allez être capable de ramener des petits reportages. Et ce qui fait que vos connaissances, en fait, elles vont vraiment être illustrées parce que vous avez des analyses. Parfois, je vois des gens qui vont simplement dire tiens, je vais partager cet article, il est intéressant. Non. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce que vous en pensez. C'est de savoir quel est votre avis sur cet article-là. Parce que vous allez démarrer une discussion et j'aurai envie de discuter avec vous. Le deuxième élément, c'est concernant vos compétences. Donc là, j'ai montré ici à gauche un exemple de quelqu'un qui participe à mes masterclass, Jouer collectif, qui s'appelle Karine, et qui en fait est dans un métier qui paraissait un petit peu éloigné du social media, puisque elle fait de la ferronnerie d'art. Et je lui ai dit à un moment donné, mais qu'est-ce que tu as réalisé dont tu pourrais parler? Elle me dit, l'autre jour, j'ai rendu ma boulangère heureuse parce que je lui ai fait une très grande étagère sur mesure pour qu'elle présente son pain. Et donc là, elle a publié cet élément-là, elle a montré des photos. Donc là, il n'y a que la photo de l'étagère, mais elle a aussi montré dans son post des photos de comment elle a réalisé ça avec son équipe, etc., comment ça avait été fabriqué. Ce qui est génial, c'est que sur LinkedIn, on arrive à un peu plus de 100 interactions et là, on voit 26 commentaires, il y en a un peu plus maintenant. Elle a aujourd'hui 10 000 vues sur son post LinkedIn, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle a des coups de fil, elle a des messages personnels de gens qui lui demandent de faire des réalisations sur mesure pour leur entreprise ou même des particuliers. Et ce qu'on voit là sur LinkedIn, elle a le même genre de résultats sur Facebook avec à peu près le même type de performance. Donc, vous voyez, non seulement ça
montrer ses compétences, eh bien, c'est quelque chose qui l'a amené à être plus visible, mais surtout, ça l'a amené à avoir des contacts commerciaux. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre de montrer vos compétences? Comment vous allez faire ça? Eh bien, montrer des exemples, montrer des résultats que ça a apporté, et puis montrer les enseignements que vous en tirez. Et là, l'enseignement, c'est quoi? Ben, c'est que sa boulangère, elle est heureuse. Donc, les enseignements, ils ont besoin d'être tirés, non pas simplement de résultats que j'obtiens, mais c'est aussi le bénéfice derrière qu'il peut y avoir. C'est la façon dont vos clients se sont sentis derrière votre prestation. Et donc, vos expériences, les exemples que vous montrez, ça va donner du relief à vos compétences. Ensuite, vos comportements. Donc là, on a Natacha qui fait partie aussi de notre masterclass. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de l'accompagnement des entreprises et elle accompagne sur la partie administrative, la partie gestion des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on doit montrer dans nos comportements? Qu'on est quelqu'un de positif, qu'on est quelqu'un de bienveillant et qu'on est quelqu'un de humble. Et ces comportements-là vont refléter vos valeurs. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Natacha, dans son poste? Eh bien, en fait, qui a eu, je crois, autour de 4000 vues, eh bien, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un formulaire, elle fait une petite enquête parce qu'elle doit intervenir auprès de jeunes dirigeants, créateurs d'entreprises. Et en fait, son enquête, c'est quoi? Ben, c'est de dire à un moment donné, bien, j'aimerais que vous me disiez quels sont vos besoins. Est-ce qu'éventuellement, il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde? Vous voyez, c'est en humilité, c'est de la bienveillance. Elle pourrait très bien dire, ben voilà, moi je suis la sachante, je sais exactement ce dont vous avez besoin. Non, sa démarche, c'est de dire, ben écoutez, en toute humilité, j'aimerais que vous me disiez quels sont vos besoins, parce que ça va me permettre de travailler mon contenu. Après, on a les relations. Les gens ont besoin de savoir si vous avez des relations. Vous avez besoin de les valoriser. Vous avez besoin de les rendre visibles. Et vous avez besoin de discuter, de rentrer dans des discussions. Et vos relations témoignent de votre bienveillance. Donc là, l'exemple que je donne, c'est une interview que j'ai fait d'un de mes amis qui s'appelle Eric Allard, qui est à la fois coach olympique, mais qui en même temps est manager d'entreprise et coach de dirigeants. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est quand j'ai fait cette interview que j'ai partagée, j'ai à peu près eu 1000 vues, je crois, sur mon post. Et lui, il a partagé de son côté, il a eu, je crois, quelque chose comme 3000 vues dans son propre réseau. Et vous voyez ici, l'idée, c'est que mes relations, eh bien, c'est pas quelque chose que je m'attache et que je garde. L'idée, c'est que ma communication soit un peu une chambre d'écho aussi pour eux. Et donc, vous avez besoin de montrer à quel point vous êtes quelqu'un qui est entouré d'autres personnes de valeur. Vos motivations, eh bien, c'est la régularité, c'est à ça qu'on va voir votre motivation, l'enthousiasme que vous mettez, et puis la spontanéité que vous avez et l'engagement que vous avez autour de vous dans votre réseau. Là, vous voyez, par exemple, il y a des gens qui ont eu cette initiative de LinkedIn local, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, pour ceux qui sont dans la région, vous allez, de toute façon, on va passer pas mal de choses. Et on fait à la fois des after work, ça c'est assez courant, mais aussi des before work. Et par exemple, demain, jeudi, je suis à la boulangerie Banette du Grand Large, où là, avant mon intervention dans une entreprise, je propose éventuellement qu'on prenne un café ensemble. Charlotte, c'était ce matin à 8h30 qu'elle était au Columbus Café. Donc, vous voyez ici, l'idée, c'est vos motivations doivent apparaître dans votre engagement, dans votre façon de travailler en réseau. Et là, on n'est pas, pour le coup, sur des choses techniques ou sur des choses de compétences. On est simplement sur, là, pour le coup, votre motivation. Troisième chose, des relations pour grandir. Alors, c'est quoi des relations? Eh bien, vous êtes ici et vous avez des relations qu'on appelle niveau 1. Et je vois trop de gens qui sont bloqués à ce niveau-là. Moi, je vois des gens qui ont sans contact en disant, moi, sur LinkedIn, je ne veux que des gens que je connais. Ça, c'est une erreur fondamentale. Vous avez besoin de chercher dans votre réseau niveau 2, eh bien, des gens avec qui vous allez avoir besoin de vous mettre en contact. Parce que si aujourd'hui, votre niveau 1 suffisait, vous auriez toutes les opportunités, y compris commerciales, alors qu'en fait, vous voyez bien qu'il vous manque des gens, puisque effectivement, vous êtes obligé de faire de la prospection ou si vous cherchez un job ou quelle que soit votre activité. Donc là, vous avez besoin de travailler votre niveau 2. Parce que ce qu'on appelle le réseau niveau 2, puis le réseau niveau 3, c'est ce qu'on appelle des liens faibles. Les liens faibles, c'est quoi? C'est des gens qui nous connaissent un peu moins bien, mais qui ont une très bonne image de nous parce que nous connaissons des gens
en commun. Alors évidemment, ça part beaucoup plus loin, puisqu'on peut aller en niveau 4, niveau 5, etc. Ce réseau-là, il faut bien comprendre que ce n'est pas un stock, c'est pas un stock de cartes de visite comme on faisait il y a quelques années, c'est un flux perpétuel. Et si vous faites un exercice tout bête, c'est de vous poser la question des gens avec qui vous avez passé le plus de temps, soit physiquement, soit évidemment à distance, puisqu'on est beaucoup à distance depuis quelques mois, ces 12 derniers mois, tous les gens avec lesquels vous avez passé le plus de temps, posez-vous la question de comment vous êtes rentré en contact avec ces gens-là. Ben, il y en a plein, il y a 2, 3, 4, 5 ans, vous ne les connaissiez pas parce qu'ils étaient dans votre niveau D ou votre niveau 3. Donc, soyez extrêmement sensible à cette notion de lien faible et au fait d'élargir votre réseau. Si vous voulez avoir des relations, un bon réseau relationnel, vous devez avoir rapidement au moins 500 contacts, l'idéal étant d'avoir plus de 1000 contacts sur LinkedIn. Donc, quelles personnes je vais avoir dans mon réseau? Est-ce que je vais avoir n'importe qui? Non. Vous avez besoin de privilégier des interlocuteurs précis. Premier type d'interlocuteur, c'est les décideurs que vous avez besoin de convaincre que votre offre, que votre positionnement, eh bien, c'est une ressource pour eux. La deuxième chose, c'est les utilisateurs de vos services. Si vous êtes formateur, n'allez pas simplement créer des relations avec des gens qui vous achètent vos formations, mais aussi avec les participants. Et puis, ce qu'on appelle les influenceurs, c'est des gens qui vont parler de vous, qui ne sont pas forcément d'ailleurs utilisateurs de vos services, mais c'est des gens qui vont, par exemple, parce qu'ils ont entendu parler de vous, parce qu'ils ont vu vos recommandations, eh bien, à un moment donné, vont être des personnes qui vont vous apporter de la visibilité. D'accord? Donc ça, c'est les 3 types d'interlocuteurs que vous avez besoin de trouver. Donc, il y a un moteur de recherche sur LinkedIn pour ça qui va vous aider. 4e chose, bien, si vous avez des contenus et si vous avez un réseau qui grandit, qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous allez avoir des interactions. Donc, les interactions, c'est tout simplement décider d'être 100 fois plus visible que simplement votre profil. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez par exemple un profil, voilà, c'est sur 90 jours, il y a quelques semaines, j'ai relevé ce compteur-là, j'avais 900 vues sur mon profil. Donc, vous voyez, j'ai à la fois des gens que je connais, comme Alexis et Karine, donc, qui sont niveau 1, un premier niveau, vous voyez le petit premier à côté. Et il y a aussi quelqu'un comme Jean-Philippe qui est dans le 2e niveau, qui est quelqu'un avec qui pour l'instant je suis encore en relation. Donc ça, c'est ce que vous avez sur votre profil. Vous avez ces statistiques-là et je vous recommande de prendre un compte premium, même si ça coûte quelques dizaines d'euros par mois, parce que ça va être un vrai outil de travail pour vous et vous pourrez aller faire le tour de tous ces gens-là et à un moment donné vous apercevoir que dans les gens qui visitent votre profil, donc qui s'intéressent à vous, il y a des gens avec qui ça aurait du sens de prendre contact. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces vues-là? Eh bien, c'est pas énorme. Là, j'en ai 900. Alors, il y a des gens, évidemment, qui ont 10 000 sur cette période-là. Il y a des gens qui ont des gros réseaux et qui ont de la notoriété que je n'ai pas forcément. Et puis après, vous avez d'autres personnes qui ont quelques dizaines de vues seulement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut multiplier ça par 100? Bien, je vous le disais, c'est vos publications et les interactions sur vos publications. Là, je vous ai montré sur la même période. Là, j'ai fait un petit patchwork avec 9 publications, mais il y en avait beaucoup plus. Je publie tous les 3-4 jours ou au moins une fois par semaine. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on voit qu'il y a 95 000 vues sur les publications que j'ai faites. Et je ne vous parle pas des vues sur les commentaires que j'ai été faire à droite ou à gauche. Là, je vous parle simplement de ça. Donc, vous voyez, on a pratiquement multiplié par 100 la visibilité. Alors, pourquoi je dis la visibilité? Tout simplement parce que vous voyez que au-dessus de chacune de mes publications, eh bien, il y a mon profil, il y a ma photo, comme je le disais tout à l'heure, il y a mon nom et il y a mon positionnement. Et donc, ça explique pourquoi il y a aussi des vues sur le profil, parce que des gens ont cliqué en disant, mais qui est cette personne? Et hop, ils sont allés sur le profil. Donc, tout ça, ça va s'alimenter. C'est une boucle de rétroaction positive. C'est un cercle vertueux. Et vous voyez ici, il y a quelques exemples de publications que j'ai faites. Vous avez à la fois l'interview d'Eric Allard dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai fait aussi un post sur la différence entre acheter sur Amazon ou dans Amazon. J'ai fait la promotion de mes masterclass jouets collectifs, c'est ce qu'on voit au milieu. J'ai aussi partagé un livre blanc sur la digitalisation des PME françaises, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des données chiffrées, un livre blanc. Après, j'ai aussi relayé
webinaires que j'ai animés, hein, comme le webinaire pour Cobalt, hein, qu'on voit en bas à gauche. Donc, tout ça, c'est toute votre activité et cette activité va avoir une influence sur le nombre de vues de vos profils, mais surtout sur la qualité des vues de votre profil, puisque il faut quand même vous dire que les gens qui s'intéressent à vos contenus sont des gens qui sont beaucoup plus dans votre cible que des simples visiteurs par hasard sur votre profil. Donc, ça veut dire quoi des interactions? Bien, les interactions, c'est les j'aime. C'est ce que vous allez mettre comme j'aime et les j'aime que les gens vont faire sur vos publications. Ensuite, il y a les commentaires. Donc là, on va voir tout à l'heure que ça amène des notifications. Après, j'ai les partages. Alors, ça duplique un peu le contenu, mais les gens vont partager vos communications. Et puis après, ben, il y a tout l'engagement qu'il va y avoir. Donc là, on voit par exemple sur une vidéo, ben, je vais avoir des indications sur les entreprises ben, dont viennent les gens qui interagissent, qui sont les gens qui ont vu les vidéos, évidemment le nombre de vues, le nombre de la durée des vues qu'il y a eu sur les publications. Puis évidemment, j'ai la visibilité de tous les gens qui ont fait des interactions, qui ont fait des commentaires. Et moi, ces gens-là, je vais aussi les demander en contact et continuer de discuter avec eux. Cinquième chose, des conversations. Puisque dans toutes les interactions, vous avez vu qu'il y avait les commentaires. Donc, les conversations, c'est quoi? Eh bien, c'est les commentaires qu'il y a sur mes propres posts. On vient de le voir tout à l'heure. C'est les commentaires sur les posts qui me citent. Quand des gens disent, tiens, Jean-Christian fait un webinaire quelque part ou fait une conférence, eh bien, il y a des commentaires. Et donc, moi, comme on m'a cité, on m'a tagué, je suis alerté de ça. Donc, je vais aller répondre aux commentaires. Ne serait-ce que parfois, simplement dire un merci de votre confiance ou bien, j'ai hâte de vous rencontrer dans ce webinaire. La troisième chose, c'est les commentaires sur les posts des gens, eh bien que je cible les gens avec qui j'ai envie d'interagir. C'est-à-dire que je vais suivre des personnes qui sont dans mes cibles, je vais voir quelles sont leurs publications, je vois qu'il y a des commentaires sur leurs publications. Ça ne me signe pas, ça ne me concerne pas, mais moi, j'ai le droit aussi de répondre aux commentaires. Donc là, vous voyez, c'est intéressant parce que je vais rentrer dans des conversations sur des thématiques et sur auprès de relations qui m'intéressent. Et la quatrième chose, c'est des commentaires sur des posts thématiques qui sont dans mon thème, qui ne sont pas du tout postés par des gens que je connais, ni des gens que je cible, mais comme c'est dans ma thématique, eh bien, j'ai envie d'aller mettre mon grain de sel et discuter avec ces gens-là. Donc là, c'est un exemple. Il y a quelqu'un qui s'appelle Patrice Lobignat, qui est quelqu'un qui a un gros réseau et qui est un gros influenceur au niveau commercial et qui avait bien partagé un article, dit des choses intéressantes sur la façon dont une marque avait communiqué. Et là, je suis allé mettre mon grain de sel un petit peu et lui me répond. Et là, ça m'a permis de discuter avec des pros du marketing qui n'étaient pas du tout dans mon réseau naturel et avec qui j'ai pu commencer à créer une relation. Alors, il y a quoi dans les commentaires? Déjà, j'ai besoin d'avoir des arguments. J'ai besoin pas seulement de donner mon avis, mais d'avoir une expertise à faire valoir. La deuxième chose, c'est que j'ai besoin d'être bienveillant. Donc, vous voyez, par exemple, je lui dis, bonjour Patrick, j'adore vos différentes analyses, même si je mettrais un bémol. Je suis pas là pour lui rentrer dedans. Je suis pas un hater. Je suis pas du tout un troll sur ses commentaires. Je veux pas squatter pour créer de la polémique, mais simplement, j'ai le droit quand même d'avoir de la friction. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Et vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Il faut simplement garder un filtre social dans votre discussion. Et puis, l'idée derrière, c'est de rentrer dans une logique de relation. Pourquoi? Parce que ce qui était intéressant, c'est qu'un mois après, sur le même sujet, il a fait un autre article et là, il m'a tagué en me disant, tiens, Jean-Christian, et d'autres personnes évidemment, eh bien, j'aimerais avoir votre avis sur l'évolution de ce client et de sa communication. Donc, vous voyez quelque part que si vous êtes capable d'argumenter, de rester bienveillant en termes d'attitude, de comportement, si vous êtes quand même là pour amener un petit peu de friction parce que vous n'êtes pas complètement d'accord, vous avez une expertise à faire valoir, mais que ce que vous visez sur le long terme, c'est de la relation, eh bien, vous verrez que ça va bien fonctionner. Et l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est que ces conversations continuent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, par exemple, je fais un post, j'ai quelque part j'ai donc des commentaires, dont Natacha. Finalement, derrière, Natacha, j'avais proposé mon livre en PDF. Elle m'envoie un commentaire, je lui envoie, en message privé. Derrière ce message privé, elle me répond. Ensuite, je lui dis, tiens, je fais un webinaire. Là, non seulement elle s'inscrit au webinaire, mais en plus, elle partage une publication dans laquelle elle dit, je suis en train d'assister au webinaire, elle fait une capture d'écran. Donc, vous voyez, ici, l'idée, c'est que j'ai besoin d'avoir ce type de conversation, ce qui me permettra de passer de la notion de relation à la notion
de communauté. Donc, je ne rentre pas dans plus de détails, mais l'idée, c'est vraiment à un moment donné de créer une communauté de gens avec qui vous avez plaisir à échanger et des gens qui ont plaisir à échanger avec vous. Et donc, la dernière chose que je voulais voir avec vous, ce sont ces fameuses actions qui vont vous permettre de transformer tout ça en vente. C'est-à-dire que l'idée, on l'a vu avec Natacha, c'est de rentrer en relation avec la personne en message privé ou d'avoir, comme dans le cas du LinkedIn local Poitiers, il y en a plein d'autres d'ailleurs des LinkedIn locales, il n'y en a pas qu'à Poitiers. L'idée, c'est qu'à un moment donné, les gens se disent, mais maintenant, on a besoin de se voir dans la vraie vie. On a besoin de se rencontrer, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager. Et c'est là où il va y avoir, entre guillemets, ce que j'appelle de la vente. Alors, quand je dis de la vente, c'est peut-être de la collaboration, c'est peut-être simplement une relation qui va se créer, qui va faire qu'à un moment donné, on va vous présenter à d'autres personnes. Peu importe. Moi, la notion de vendre, c'est de vendre le fait que les gens aient envie de nous voir et être en contact avec nous. Donc là, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est de devenir crédible. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il a un seul objectif, c'est que vous deveniez quelqu'un de crédible, deveniez quelqu'un qui va être un influenceur dans votre domaine. Et à quoi est-ce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de crédible? C'est que lorsqu'il y a un problème qui survient dans votre domaine d'activité, eh bien, vous êtes la première personne à qui on pense. Parce que la plupart des gens, ils se disent, je vais créer un profil et ce profil va permettre à un moment donné que quand on vient sur mon profil, on sait ce que je fais. C'est-à-dire que à ma personne, à ma marque personnelle, à mon personal branding, mon professional branding, on associe une compétence, une expertise, un positionnement. Mais ça, c'est le premier niveau. C'est comme de dire à un moment donné, quand on lit mon CV, on sait ce que je fais. C'est la moindre des choses. La vraie crédibilité, ce qui va faire qu'à un moment donné, par exemple, si vous cherchez un job, on va vous rappeler, même si vous êtes en poste, parce qu'on pense que vous êtes la personne qui peut faire l'affaire. La vraie crédibilité, c'est qu'à un moment donné, vous êtes la première personne à qui on pense. Ça, c'est gagné quand c'est ce cas-là. Alors, évidemment, ça, c'est dans un contexte particulier, auprès de cibles particulières. On ne devient pas une star forcément, et c'est pas forcément ce qu'il a souhaité. On n'est pas la personne avec laquelle on pense pour tous les problèmes dans toutes les zones géographiques, dans tous les secteurs d'activité. Peut-être qu'on pense à vous par rapport au fait d'être la personne qui pourra résoudre un problème RH dans une PME de 50 personnes en Deux-Sèvres. Peut-être que c'est ça votre positionnement. Mais si vous êtes la personne à laquelle on pense dans ce cas-là, eh bien, vous avez gagné. Après, vous pouvez élargir votre champ d'intervention, vos secteurs, vous pouvez élargir votre zone géographique, mais vous avez besoin déjà d'être crédible dans un domaine, dans un contexte particulier, et après, vous pourrez l'agrandir. Si vous n'êtes aujourd'hui crédible sur rien, ne cherchez pas à être crédible sur tout. Et donc, pour ça, vous avez besoin d'utiliser un outil qui est absolument magique, qui est en fait le petit outil que vous avez en haut de votre profil et qui sont les notifications. En fait, quand vous arrivez sur votre profil LinkedIn, la première chose à aller voir, c'est pas votre flux d'actualité, parce que ça, c'est l'algorithme de LinkedIn et il y a des choses intéressantes, plus ou moins, mais c'est pas forcément la clé. Ce qui va être la clé, c'est que vous allez voir vos notifications et que là, il va y avoir toutes les interactions, les commentaires sur vos posts, les réponses à vos commentaires, que ce soit sur vos posts, sur les posts d'autres personnes, les mentions qu'il va y avoir dans les commentaires. On va dire, tiens, par exemple, Jean-Christian, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et à ce moment-là, vous êtes notifié et vous allez répondre. Les commentaires sur les commentaires sur les posts dans lesquels vous êtes mentionné. Ensuite, les réactions à vos posts. Il y a des gens qui aiment. On va voir, vous aurez un compteur qui va vous dire il y a 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes qui réagissent. Les vues de votre profil, donc là aussi, allez voir ça. Et puis, les actualités, évidemment, de votre réseau. Quand des gens changent de poste, moi, je vais féliciter les gens si effectivement ça a besoin de le faire. Donc, vous voyez ici, vous avez deux aspects. Il y a un aspect médias sociaux, c'est-à-dire que c'est tout ce qui se passe dans un réseau au niveau des contenus. Et après, il y a l'aspect réseau, c'est-à-dire de ne pas oublier que ce sont des personnes qu'il y a derrière les profils. Il n'y a pas un écran avec un profil qui serait quelque chose d'anonyme. Non, il y a des vrais gens derrière. Et donc, toutes ces notifications, ça va vous amener ce que j'appelle une routine. Cette routine, c'est publier, commenter, répondre, aimer et partager. Cette routine, c'est quoi? C'est d'être capable tous les jours d'aller 4 ou 5 fois, mais 2 ou 3 minutes seulement. Il y a des gens qui me demandent combien ça prend de temps de bien faire fonctionner sur LinkedIn et de faire du business avec LinkedIn.
Au début, on a besoin d'amorcer la pompe, faire tout ce que je vous ai montré là, d'apprendre à publier, de remplir son profil, etc. Et peut-être que dans l'été, vous avez besoin d'y passer 1 journée, 2 journées, 3 journées pour vraiment vous faire un plan d'action qui va être quelque chose qui va bien fonctionner et qui va vous permettre de gagner à la rentrée tout ce que vous voulez faire en termes de projet. Maintenant, la vraie clé, c'est d'être capable tous les jours, avec votre smartphone, parce que ça, c'est l'outil magique, eh bien de faire des petites publications qui peuvent être très rapides sur le fait que vous êtes quelque part ou vous êtes avec quelqu'un et vous avez envie de le partager, mais surtout de répondre presque en temps réel. Là, je ne vous ai pas montré cet aspect-là sur l'algorithme, mais si vous êtes capable de répondre dans l'heure à un commentaire qui est fait, vous allez voir que vos publications vont passer de quelques centaines de vues à quelques milliers de vues ou dizaines de milliers de vues en l'espace de 24 à 48 heures, simplement parce que vous êtes capable d'interagir. Donc là, moi, ce que je vous propose, et ça va être ma phrase de conclusion, eh bien, c'est d'appliquer ce qu'Isaac Newton nous avait dit. Il nous avait dit que les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, à travers LinkedIn, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais à travers les réseaux, à travers tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble, LinkedIn local, les masterclass, toutes les choses qu'on va avoir l'occasion de faire dans les mois qui viennent, eh bien, c'est de construire ensemble des ponts entre nous et surtout entre nos réseaux. J'ai terminé. Je vous laisse mes coordonnées si éventuellement il y a quelques personnes qui seraient intéressées par le fait qu'on reste en contact. Dans tous les cas, vous tapez mon nom sur LinkedIn, vous imaginez bien qu'on va me trouver. Je vais arrêter le partage et je vais me mettre à votre disposition pour des questions si vous en avez. Il y a justement Elsie qui demandait où retrouver les réseaux locaux. Ah, Jean-Christian a perdu la connexion. Alors. Je le retire et je vais le réinviter, comme ça il a dû bugger. En attendant, Jean-Christian, est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Est-ce que ça a répondu peut-être un peu à vos interrogations? Pour ceux qui avaient suivi aussi la première conférence sur les réseaux sociaux, on a clairement été un cran plus loin sur cette conférence. N'hésitez pas si vous avez des questions, des échanges. Ça devait être hyper clair parce qu'il n'y a même pas de questions. Oui, bonjour Caroline, j'ai quelques questions. Oui, dis-nous Vincent. Bienvenue Benoît, j'ai vu votre question aussi. Ouais, alors c'est vrai que c'était une question plus pour l'intervenant. C'est vrai que ça m'arrive souvent de faire des likes. Je like sur des sujets qui sont par exemple liés au développement durable ou autres sujets qui m'intéressent. Ils sont pas forcément liés à mon activité et j'ai toujours peur que ça noie un petit peu mon discours en fait. C'est-à-dire que du coup j'ai des posts qui arrivent. Enfin, dans mon profil il y a des posts qui indiquent que voilà, que j'aime certaines thématiques. Je sais pas liées à la construction éco-responsable, on va dire. Et puis du coup, bah, c'est que ça ait tendance à, à, à troubler un petit peu mon discours. Voilà. On t'a retrouvé. Excusez-moi, ça vient de mon côté, ça a coupé. Tu as parlé, Caroline, je n'ai pas du tout entendu ta question. Et puis après, donc c'est Vincent qui a dû poser la question. Dans quel ordre vous voulez que… On peut répondre à la question de Vincent qui, Oui. Je reformule rapidement, Vincent. Vincent fait pas mal de posts où il like des posts en rapport, par exemple, avec l'écologie, qui n'est pas forcément du tout en lien avec ton cœur d'activité principale. Et il se demande si ça risque pas de brouiller le message, etc. Si j'ai bien compris, Vincent, Ouais. tu comprends. Alors, en fait,
La vraie question qui se pose, c'est quel est ton objectif? Hein, on se tutoie. Hein, Ouais. la vraie question, c'est quel est ton objectif quand tu publies ces choses-là? En fait, il y a toujours un enseignement derrière une publication. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si tu me fais une publication sur l'écologie, ça veut dire que tu dois en tirer un enseignement pour le message que tu as et le fait de me convaincre de traiter avec toi. Donc, on peut parler de tout, d'accord? À partir du moment où tu m'expliques pourquoi tu me parles de ça, en fait. Ouais, d'accord, ok. Donc, tu disais que tu es dans le bâtiment, c'est ça? Non, non, pas du tout, pas du Pas du tout. tout. Moi, c'est un bureau d'études en développement de produits innovants. Et Oui. je utilise l'impression 3D pour la conception de mes produits. Mais bon, du coup, la question que je me pose, c'est peut-être que je suis pas sur le bon réseau si je veux parler d'autres thématiques. Il faut peut-être mieux que j'aille sur Facebook et à ce moment-là, parler sur des sujets qui m'attirent par ailleurs, mais qui sont pas forcément en phase avec mon activité ou en tout cas qui correspondent pas à ma stratégie de communication. C'est un peu ça le Alors, conseil. ça peut être ça, mais après, c'est une question de dosage. Si tu parles un peu d'écologie et beaucoup d'innovation 3D, enfin etc., Ouais. c'est pas un problème. Si par contre, d'un seul coup, la seule chose que je vois sur tes posts, c'est l'écologie, je vais penser que tu es dans ce domaine-là. Ouais, d'accord. Voilà. Mais Ok. tu as le droit d'en parler. Moi, par exemple, je suis conférencier, je suis formateur, je fais du théâtre. Bah, ça m'arrive de dire, tiens, la représentation, elle arrive, on a bien rigolé, elle la répète. Tu as le droit de parler de choses perso ou de choses qui sont en marge de ton métier. Simplement, j'y mets souvent une connexion. C'est-à-dire que la parole en public dans le théâtre, la parole en public en conférence ou en formation, il y a une espèce de truc qui a du sens un peu. Ok. Donc, toi, tu peux très bien donner du sens à ton métier en expliquant qu'en plus, c'est écolo parce que le prototypage, le truc, le machin, ça évite de faire ça évite de gâcher. Enfin, voilà. Si tu lui donnes du sens, tu peux sans aucun problème parler de ta passion pour l'écologie. D'accord. Ok. Merci. Merci Vincent, merci Jean-Christian. On avait une autre question du coup quand on s'est coupé de Elsie qui demandait où trouver les réseaux locaux. Où trouver les réseaux locaux? Sur LinkedIn? Ouais, Elsie, si tu peux reprendre le micro pour préciser ta pensée, parce que moi aussi c'est la question que je me suis demandé. Oui, les réseaux locaux sur LinkedIn. Oui, alors en fait, déjà, il y a une première chose, c'est de taper dans le moteur de recherche, de chercher des groupes et de voir si effectivement, alors locaux, on a LinkedIn local là qu'on vient de lancer, enfin que Delphine vient de lancer, qui doit être parmi nous d'ailleurs, si elle est encore là. Ouais. Après, tu tapes des mots-clés style Poitiers, Vienne, etc. Après, moi, ce que je fais, c'est que je vais avoir des profils qui m'intéressent et je vais voir dans quel groupe ils sont en fait, puisque à la fin, tout en bas du profil, il y a marqué les centres d'intérêt, c'est là où les personnes sont abonnées. Tu es dans quelle activité, Elsie, pour avoir besoin de groupes locaux? Formation. Je suis formateur WordPress et référencement naturel. D'accord. Bah là, effectivement, bon, déjà, tu dois être déjà, j'imagine, dans les groupes de développeurs et de gens qui sont dans le web marketing et la création de sites. Après, au niveau local, il faut se rapprocher des gens, en fait. C'est souvent le plus efficace. D'accord. On a une autre question de Virginie et Benoît de Grain de Sel qui est assez intéressante. On me la pose aussi souvent. Je pense que toi aussi tu dois l'avoir souvent, Jean-Christian. C'est s'il faut mieux communiquer en son nom propre ou par sa structure. Je ne sais pas si derrière cette question, il y a aussi le fait de communiquer, par exemple, Jean-Christian ou aussi si Jean-Christian, tu as une page pro NetStratège. Alors, évidemment, la réponse, vous la connaissez, c'est les deux, mon capitaine. Alors, sur LinkedIn, ce sera, à mon avis, à 80% profil et 20% page. Sur Facebook, on peut faire du 50-50. Alors, la difficulté qu'il y a avec les pages LinkedIn, c'est qu'elles ne sont pas très visibles, en fait. Les gens ne voient pas forcément ce que vous partagez et parce que ça apparaît assez peu sur le flux d'actualité. Et ensuite, c'est assez difficile d'avoir des abonnés. Moi, j'en ai un peu plus de 2000 sur ma page Le bonheur est dans le réseau NetStratège, mais faut se batailler pour ça.
Et au bout du compte, quand je vois le peu d'interaction qu'il y a, je préfère vraiment être sur mon profil. Par contre, l'erreur, ce serait de créer un profil au nom de son entreprise. C'est la même erreur que je vois d'ailleurs sur Facebook. Et il faut savoir que les plateformes, elles n'aiment pas ça du tout, elles risquent de vous dégager. Donc, si on commence à mettre un logo à la place de sa tête et commence à mettre son prénom et le nom de sa boîte en nom de famille au lieu de… En fait, ça ne marche pas. Dites-vous que la crédibilité et la confiance que les gens vont vous faire, elle va dépendre de vous en tant que personne. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à vous que je fais confiance. Ce n'est pas à votre boîte. La preuve, c'est que vous avez des gens, ils vont changer d'entreprise, ils vont être recrutés ailleurs, mais c'est eux qu'on va suivre. Il y a des procès aux États-Unis de gens qui ont des millions de followers sur Twitter. Et en fait, les procès, c'est parce que les entreprises disent oui, mais c'est notre compte. Et le gars, il part et dit non, non, c'est mon compte. Et là, alors, maintenant, bon, la jurisprudence est assez claire là-dessus, c'est le profil, il est personnel. Mais non, non, faites-vous confiance. Dites-vous que les gens, c'est en vous qu'ils ont confiance. Mais vous, il faut déjà que vous vous fassiez confiance par rapport à ça. Ne vous abritez pas derrière votre entreprise. J'espère que ça répond à votre question, Virginie et Benoît. N'hésitez pas à réagir si vous avez besoin. On avait une autre question de Elsie qui demandait si est-ce que publier tous les jours ne risquait pas de cannibaliser les publications. Oui, alors en fait, ça le fait, sauf quelques personnes. Je vous engage à suivre quelqu'un qui s'appelle Jean-Pascal Mollet, qui depuis plusieurs années publie tous les jours. C'est quelqu'un qui est coach de vente et qui a un succès extraordinaire et qui arrive à se renouveler tous les jours. Il me bluffe complètement, c'est un type que j'adore. Mais c'est un des rares cas que je vois où effectivement ça amène de la valeur. Parce que là où tu as raison, c'est que en fait, il faut laisser à la publication le temps de vivre. Quand je montrais l'exemple de Karine tout à l'heure, elle a publié pour sa boulangère, elle a tagué quelques personnes, donc ça a démarré avec quelques centaines de vues. C'est à peu près 10%, on a à peu près dans la première heure 10% de notre audience qui va voir notre publication. Et après, LinkedIn voit ce qui se passe en termes d'intérêt et d'interaction. Donc l'intérêt, c'est le temps que les gens passent à regarder. Est-ce qu'ils affichent les photos? Est-ce que quand on clique sur voir plus, est-ce que les gens vont voir la suite, etc. Si ça marche, LinkedIn va commencer à le montrer un peu plus loin. Et entre autres, on sait que quand les gens vont faire un j'aime, d'un seul coup, votre publication devient visible auprès de leur propre réseau. On le sait, ça. C'est le principe viral des réseaux. Et donc, à un moment donné, votre publication elle va monter comme ça, mais ça va monter de façon presque exponentielle. Et moi, ma recommandation, c'est que tant que ce n'est pas arrivé au taquet, ce n'est pas la peine de republier des choses. Ou alors des choses, mais qui vont être, dont vous savez que ça ne va pas phagocyter parce que ça ne va pas du tout être la même thématique. Par exemple, ça, c'est en train de grimper et vous avez envie de partager, par exemple, un article que vous trouvez intéressant, que vous avez trouvé sur le web. Vous pouvez le faire. Ça ne va pas rentrer en concurrence. Par contre, moi, j'ai eu le problème pendant le confinement où je faisais 2 webinaires par semaine à une période. Et donc, je faisais la promo d'un webinaire. Et puis 2 jours après, j'avais un webinaire avec le Social Selling Forum, puis un autre avec NeurTech Live, puis un autre avec Cobalt. Là, pour le coup, ça se télescopait. Et effectivement, on a un petit peu de mal derrière à faire vivre toutes ces publications. Donc, tant que ça grandit, c'est bon. Si à un moment donné, vous passez de 0 à 1000 dans la première journée, de 1000 à 2000 la deuxième journée, temporisez. Si par contre, la troisième journée, vous apercevez que vous êtes à 2100, ça veut dire que ça y est, c'est mort. Donc là, vous renquillez quelque chose. Voilà. Et là, Karine m'a dit, ça fait une semaine, elle me dit là, je vais passer le cap des 10 000. En une semaine, je lui dis, il n'y a pas d'urgence. N'oublie pas, il n'y a pas besoin. D'accord? D'abord parce que vous apprenez plein de choses sur les commentaires, et c'est là où je lui ai dit, tous les gens qui t'envoient des messages privés ou tous les gens qui interagissent, demande-leur, prends en contact avec eux, discute avec eux. Là, quand vous faites une demande de contact, mettez un message personnalisé. Dites, j'ai vu que vous avez interagi avec… ça m'intéresserait de savoir pourquoi. Je vois que vous n'êtes pourtant pas dans le même domaine d'activité que moi. Ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Les gens, ils adorent ça. OK? Merci. Question suivante de Florent. J'espère que tu ne comptes pas faire ça, Florent. Acheter des likes ou des faux commentaires sur LinkedIn, est-ce que ça marche? Alors,
Acheter des likes, c'est sûr que ça ne marche pas parce que quand vous achetez des likes, en fait, c'est des likes de faux profils. Donc, forcément, ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas des vrais gens derrière. Il n'y aura pas de véritable interaction, c'est ça? Ben, de toute façon, ce n'est pas des gens. C'est des robots qui ont créé des faux profils et qui vont aimer vos publications, etc. Après, on a ce qu'on appelle des pods, où là, c'est des vrais gens qui vont aller faire des commentaires en échange du fait que vous en fassiez. Alors là, il y a deux choses. Il y en a qui sont automatiques, c'est-à-dire que on le voit vite, hein, c'est des commentaires du style ah oui, super, ah j'adore, ah ça c'est bien. Voilà. Donc quand vous commencez à avoir 10 commentaires comme ça, c'est mort. D'abord parce que LinkedIn les repère. Après, vous avez des vrais pods, c'est-à-dire des gens qui sont en contact entre eux. Et nous, on fait un petit peu ça quelque part avec les gens avec qui j'interagis. On dit, bah, tiens, je viens de faire un post où on tag les gens, on dit, bah, tiens, va voir ce post et si tu as envie, tu mets une publication. Donc ça, on a besoin de le faire. Parce que si vous attendez que de façon naturelle, les gens interagissent, des fois, on peut attendre longtemps. Par contre, si vous mettez une photo et que vous taguez les gens en disant, mais comme c'est sur ta thématique, eh bien, j'aimerais bien que tu viennes faire un commentaire. Là, à ce moment-là, effectivement, ça marche. Mais ça, c'est gratuit. Donc, c'est la question, est-ce que je les achète? Non, il n'y a pas besoin il n'y a pas à acheter des commentaires ou des… Je crois que Lise aussi avait une question. Elle n'ose pas prendre le micro, en fait. Si, salut. Téléphone. Bonjour. Oui, en fait, tout à l'heure, tu as parlé des profils et des profils donc d'une personne et puis des pages plus entités. Il y a une petite différence de stratégie, sûrement. Entre la page et le profil? Ouais. Ben, c'est comme si tu me disais, est-ce qu'il y a une différence entre la stratégie commerciale de l'entreprise et de mes commerciaux? Ben oui, il y a une différence. C'est-à-dire que l'entreprise elle va communiquer de façon un petit peu plus globale, mais les rendez-vous, ils vont être faits par les commerciaux. Donc, c'est la même chose dans les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que ma page doit être là en soutien. C'est-à-dire que ma page doit, à un moment donné, apporter du contenu que vont utiliser mes commerciaux. Ok. Voilà. Merci. Mais après, ça dépend des métiers, hein, parce que j'ai fait ça pour une boîte de cognac. J'ai fait ça on avait l'occasion ensemble d'y aller dans l'industrie, etc. Donc là aussi, c'est pas la même façon de faire, quoi. On n'a plus de questions dans le chat. Moi, vu qu'on a un peu de temps, j'en profite aussi pour poser une question. Vas-y. Il y a un nouvel outil sur LinkedIn, les stories. J'en profite parce qu'en fait, Elodie, je ne sais pas si tu es encore là, mais j'ai vu que tu avais tagué Jean-Christian et le SPN sur la conférence sur les stories. T'en penses quoi, toi, Jean-Christian? Pour toi, c'est un nouvel outil un peu gadget, ça va être utile, tu les utilises? Voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Alors, comme tout le monde, j'ai essayé. En fait, la difficulté que j'ai avec les stories, mais quelle que soit la plateforme, c'est qu'en fait, il faut avoir un truc à dire. Ouais. C'est-à-dire que le concept de la story, c'est quelque chose qui, c'est un petit peu comme de dire tiens, salut. Ah tiens, ça va. C'est ça la story. Donc, il faut avoir un truc à dire. Donc, ça marche bien, effectivement. Là, si on fait une capture d'écran de ce webinaire, on dit bah, tiens, je suis en webinaire avec le SPN. Ça marche parce que c'est effectivement un truc. Voilà. Donc, ça doit y avoir un côté un peu spontané, un truc qui doit être un petit peu événementiel. Donc, je pense qu'effectivement, par exemple, si tu as les portes ouvertes de ton entreprise, à un moment donné, tu fais des posts sur ce qui va s'y passer, les gens qui vont intervenir, etc. Et puis après, tu fais une story toutes les heures ça y est, le président parle, bah tiens, ça y est, on boit un coup, etc. Donc, dans ce sens-là, pour moi, effectivement, ça a du sens. Là, après, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que vu qu'on a peu d'événements, pour moi, ça a un petit peu moins de sens évidemment, quoi. Mais voilà, c'est comme toutes les publications, il y a un contexte et puis il faut avoir quelque chose à dire, quoi. Et donc, si on n'a rien à dire, sa story, ça ne va pas combler ce manque. Alors, Virginie et Benoît demandent si LinkedIn est le meilleur outil pour construire une communauté professionnelle. Après, il y a une deuxième question, on la partagera après. Du coup, Alors, en fait, le choix de la plateforme sociale, il dépend de là où sont les gens avec qui tu as envie d'interagir. Je vais vous raconter une histoire. J'ai travaillé avec une petite agence de com
C'est 2 personnes et en fait, elles font des événementiels dans les salons. Elles font des événementiels sur le développement durable avec, vous savez, des ateliers pour les enfants, etc. Donc, leur donneur d'ordre, c'est les grosses entreprises, c'est les gros événements et c'est les collectivités locales. Donc, tout ça sur LinkedIn, sur tout leur savoir-faire, etc. Par contre, sur Facebook, c'est quoi? C'est, voilà comment ça fonctionne, regardez, les enfants sont heureux, etc., etc. Pourquoi? Parce que là, c'est à destination des participants, en fait, des événements. Ensuite, sur Instagram, c'est quoi? C'est tout, là encore, pour les participants, c'est tout le côté écolo. C'est-à-dire je travaille mon image RSE quelque part. Et après, sur Twitter, c'est j'ai besoin de faire connaître l'innovation de mes interventions et à quel point ce que je fais est différent. Donc, je vais sur Twitter pour essayer de toucher des influenceurs. Vous voyez, en fait, avec la même activité, 2 personnes, un même métier, selon ce que je veux dire et à qui je m'adresse, je vais utiliser un réseau différent. Donc, est-ce que LinkedIn est le meilleur outil pour construire une communauté professionnelle? Oui. Maintenant, si vous me dites, je suis dans le tourisme, j'ai un office de tourisme et j'ai besoin de créer une communauté avec tous les gens qui sont prestataires de ma zone touristique, ma réponse est non. Parce que vos prestataires touristiques sont probablement plutôt sur Facebook et sur Insta. Donc, c'est vraiment ça la vraie question. Par contre, les outils sur LinkedIn, même s'ils paraissent moins visibles, par exemple, c'est vrai que les groupes Facebook sont plus visibles que les groupes LinkedIn, mais par contre, il y a des outils qui sont quand même beaucoup plus puissants si vous êtes capable de mettre votre communauté en ordre de marche pour donner de la visibilité à chacun. Voilà. Donc après, je sais pas, grain de sel, je sais pas quelle est votre activité. J'essaie de voir sur sur votre logo. C'est clair que si aujourd'hui vos clients, enfin tous vos interlocuteurs sont sur LinkedIn, oui, il faut aller sur LinkedIn. Mais par contre, il faut l'utiliser de façon un peu plus poussée que simplement partager des trucs et attendre éventuellement que les gens interagissent. Du coup, il y avait une suite de questions. C'était quel genre de publication ne fonctionne pas? Donc, Claude a commencé à donner un petit peu sa perception. Avec trop d'infos, tu l'info, peut-être faire des posts avec vraiment du fond. Oui, alors justement, c'est pour ça que je vous parlais de Jean-Pascal Mollet, puisque c'est quelqu'un qui a du fond, mais en même temps, il n'est pas en train de faire des grands débats philosophiques dans chacun de ses posts. Des fois, il a vu quelque chose ou lu quelque chose et il dit qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Parce que lui, il a une analyse en 3 points de cette situation. Alors, ça peut être un fait d'actualité, le discours de quelqu'un à la télé ou peu importe. Donc, en fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qui fonctionne? En fait, il n'y a pas de règle. Ce qui fonctionne, c'est ce qui intéresse les gens. Ce qui ne fonctionne pas, c'est ce qui n'intéresse pas les gens. Quand j'ai dit ça, j'espère que vous appréciez le niveau auquel je place le débat, quoi. Non, c'est pour ça qu'il faut tester, il faut faire régulièrement. Quelqu'un qui poste qu'une fois par mois, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il ne sait pas ce qui intéresse les gens. Moi, des fois, j'ai fait des trucs que je pensais vachement intelligents qui n'intéressaient personne. Et puis après, il y a des fois où j'ai dit des trucs à 2 balles et en fait, les gens n'arrêtent pas derrière d'aller commenter. Donc, il faut avoir l'humilité de se dire, on dit un truc qui est important pour nous et si on le dit sincèrement, ça intéresse des gens et ça interagit. Maintenant, il ne faut pas focaliser non plus que sur l'audience. Moi, j'ai des posts où il y a eu assez peu d'interaction et pas forcément beaucoup de visibilité, mais j'ai eu un contact et derrière, on a bossé. Parce que c'était tellement ciblé que ça n'amenait pas une audience. Mais par contre, ça parlait vraiment à quelqu'un et que ce quelqu'un, en fait, il a eu envie qu'on parle, quoi. Voilà. Donc, faut pas être dans le diktat de l'audience. On n'est pas sur Twitter, là, ou sur Insta. Claude demande si un post LinkedIn peut être transféré sur Twitter sans changement de texte. Alors, déjà, il y a une fonctionnalité sur LinkedIn. Quand je poste, ça peut aller automatiquement sur Twitter. Alors, par contre, les gens vont voir le début du post et après, ça va les envoyer sur LinkedIn. Alors, de toute façon, déjà, on a beaucoup moins de caractères à utiliser sur Twitter que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, si vous voulez qu'un post marche, il faut qu'il y ait au moins 500 caractères. On peut aller jusqu'à 1300. OK? Et aujourd'hui, ce qui fonctionne bien sur LinkedIn, c'est même de faire des PowerPoint, vous savez, c'est-à-dire des slides qu'on peut lire. Sur Twitter, on a 280 caractères et sur Twitter, paradoxalement, plus c'est court, mieux ça marche. Plus c'est punchy, mieux ça marche. Donc souvent, en fait, l'idée, c'est que souvent, le début de notre post LinkedIn qui doit accrocher les gens, vous
voyez, par exemple, l'accroche là, du post que j'ai fait pour ce webinaire, je crois que j'ai dit quelque chose du style et est-ce que vous aussi, vous perdez 40% de votre marché? Et là, j'ai interpellé comme ça, et ça, je l'ai mis sur Twitter. Parce que sur Twitter, ça marche bien, ça. OK, ben, si vous voulez la réponse, venez voir le webinaire. Parce que 60% des parts de marché, enfin des achats se font, etc. Donc oui, souvent, l'accroche de ton post LinkedIn, tu peux l'envoyer sur Twitter, mais de toute façon, tu ne mettras pas tout ton post. Merci à tous pour vos remerciements. Ça nous fait plaisir que ce format vous plaise. Comme il n'y a plus de questions, je vais en profiter pour conclure. J'étais tellement lancée dans mon introduction que j'ai obligé de vous présenter ma nouvelle collaboratrice, Johanna, qui sera en charge du département de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Et puis, vu que moi, je m'accorde une petite pause, c'est elle que vous retrouverez dans les 2 prochains webinaires. Et moi, je vous retrouverai pour le 19. Et donc, la semaine prochaine, on parlera de l'écriture pour le web, l'art d'écrire des textes persuasifs. Donc, on parlera storytelling, sémantique des mots, et voilà. Donc, n'hésitez pas à y participer. Je rappelle que vous pouvez encore vous inscrire à toutes les conférences de la fin du cycle et que de toute façon, c'est le même lien que vous avez eu aujourd'hui pour tout le cycle. Donc, si toutefois vous avez oublié de vous inscrire, etc., pas de panique, vous pouvez réutiliser ce lien-là pour vous connecter. Merci encore à tous. Ça fait vraiment chaud au cœur tous ces commentaires. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, fin de journée, bonnes vacances à ceux qui partent et je vous retrouve le 19. À très bientôt, merci. Merci à tous, au revoir.